Et ce soir, on plonge donc dans l'identité du vieux continent. Près de 2 semaines après les élections européennes, on s'intéresse à sa place sur la scène internationale. Qu'est-ce que l'Europe? Est-elle encore une puissance mondiale? Pour en parler, nous sommes avec la géographe Héloïse Libourel. Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Vous êtes la co-autrice de cet ouvrage, Géographie de l'Europe. C'est publié aux éditions Collin. Alors, avant de commencer, plonger un petit peu plus dans notre sujet, peut-être une première question. L'Europe, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut la définir? Et par d'où elle va jusqu'où? C'est déjà une excellente question pour commencer. L'Europe, comme le montre un petit peu la couverture de l'ouvrage, à vrai dire, c'est quelque chose qui est difficile à définir en géographe, puisque on parle généralement d'Europe dans le vocabulaire courant pour englober l'idée d'Union européenne, mais que l'Europe géographique est en réalité plus large que la simple Union européenne et pose la question des limites à l'Est. Voilà, quand on parle de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, est-ce que ça veut dire que l'Europe devrait philosophiquement et normalement aussi contenir la Russie ? C'est une des définitions classiques qui ont été données de l'Europe. C'était la définition reprise par Charles de Gaulle, notamment de l'Atlantique à l'Oural. Aujourd'hui, la question des limites orientales de l'Europe reste posée. Il n'y a pas de continent au sens où ce serait une étendue de terre entourée d'eau. Et donc, on n'a pas de définition précise. On a tendance à englober la partie dite européenne de la Russie, c'est-à-dire celle qui possède l'essentiel de la population et des activités, des centres de commandement politique dans la partie européenne. Mais géopolitiquement, cette définition à l'heure actuelle pose problème, la Russie s'étant détachée par les conflits qui sont en cours de l'idée d'Europe et de son identité européenne d'une certaine manière. Alors justement, c'est une question qui pose celle de l'élargissement de l'Europe. On a appris mardi qu'il y avait une ouverture pour l'intégration de l'Ukraine, de la Moldavie. Selon vous, quels sont ou quels seraient les risques géopolitiques, ou en tout cas les implications politiques et géopolitiques d'une extension aussi large à l'Est? Aujourd'hui, la principale question qui est posée par ce potentiel élargissement plus à l'Est, à l'Ukraine et à la Moldavie, c'est la question du positionnement politique de l'Union européenne vis-à-vis du conflit en cours en Ukraine. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est de savoir si l'Union européenne veut se positionner en arrimant l'Ukraine et la Moldavie menacées par la Russie à sa construction, pour les protéger d'une certaine manière, ou pour en faire des alliés encore plus fortement qu'ils ne l'étaient déjà, à travers l'intégration non seulement à l'Union européenne, mais on l'a vu tout à l'heure dans les titres de l'actualité, à l'OTAN également. Alors justement, je vous pose la question de façon très directe, parce que vous parlez d'intégration à l'OTAN, qui est donc l'alliance politique et militaire qui lie les États-Unis à une trentaine de pays européens. Cette alliance, elle nous vient de l'après-Seconde Guerre mondiale, et son pendant, côté Est, était celui du pacte de Varsovie, qui a été dissous au moment de la chute du mur de Berlin. Si on élargit le processus d'intégration européenne à l'Est, est-ce qu'on ne risque pas de se poser dans une confrontation frontale avec la Russie de Vladimir Poutine? C'est tout à fait ce qui est en train de se passer, de se produire aujourd'hui. L'élargissement potentiel de l'OTAN à des pays qui sont des ennemis, entre guillemets, de la Russie ou qui sont agressés par la Russie aujourd'hui, oblige à une solidarité de fait entre États membres de l'OTAN, c'est-à-dire que tous les États seraient solidaires dans le cas d'une agression de la Russie contre un des membres de l'OTAN ou inversement d'une riposte de l'un des membres de l'OTAN envers la Russie. C'est ce qui rend particulièrement difficile justement cette question de l'intégration, comme a été complexe l'intégration de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN à des dates relativement récentes, parce que la Russie voyait d'un assez mauvais œil des pays qui étaient historiquement neutres et qui faisaient tampon entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, intégrer une alliance qui est résolument une alliance de l'Ouest. Donc il est juste de dire que le processus même d'intégration européenne, un processus large, est un processus qui comporte des risques pour la stabilité du continent européen. Ça peut comporter des risques. Ça peut comporter des risques. C'est aussi une opportunité pour la stabilité du continent européen. Laquelle ? L'opportunité peut-être de renforcer justement la construction politique, économique et l'engagement, la solidarité militaire qu'il peut y avoir dans l'Europe occidentale pour garantir
d'une certaine manière, une moindre agression de la part de puissances extérieures, du fait de la solidarité qui existerait en Europe. Alors vous parlez d'économie, car l'Europe c'est aussi un continent avec des disparités sociales et économiques. C'est un continent dans lequel on peut dire, peut-être de façon assez schématique, qu'il existe des centres. Ce sont les pays historiques de ce qu'on appelait autrefois la communauté économique européenne, donc des pays qui sont de l'ordre du centre. Et puis il y a des périphéries et peut-être même des pays qui se trouvent un petit peu à la marge, qui sont un petit peu plus déshérités. Est-ce que vous avez le sentiment que cette structure du continent européen avec ces disparités aussi fortes peut, parce que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets, conduire peut-être, comme on le voit dans certains pays, à des sentiments de déclassement et peut-être même à un ressentiment envers l'Europe qui peut être perçu comme ne soutenant pas suffisamment les pays en déclin? Je pense qu'il faut nuancer ça en prenant en compte d'une part l'Union européenne et d'autre part les pays qui ne sont pas membres ou pas encore membres de l'Union européenne. Dans l'Union européenne, il y a effectivement des centres et des périphéries, mais les périphéries de l'UE ont beaucoup bénéficié des politiques de redistribution de l'Union européenne. Et à ce titre, notamment les 10 pays nouveaux entrants de 2004, donc maintenant ça fait une vingtaine d'années, on a du recul là-dessus, ont beaucoup bénéficié des investissements européens en matière de transport, en matière d'industrie, en matière d'agriculture, qui leur ont permis un certain rattrapage économique par rapport au centre. Aujourd'hui, avec la vingtaine d'années de recul, une forme de ressentiment ou d'euroscepticisme se fait jour dans certains de ces pays, pas tous, mais il est davantage à relier peut-être à une tendance de fond dans l'Union européenne qu'à un ressentiment des marges envers les centres. En revanche, à l'extérieur de l'Union européenne, les pays concernés par la politique dite de voisinage, qui ne sont pas encore dans l'Union européenne, mais qui pourraient avoir vocation à intégrer, eux sont plutôt en demande ou dans l'attente de potentiels financements supplémentaires ou de plus d'Europe. Justement, sur le déficit dans certaines zones d'infrastructures, comment est-ce que l'Europe peut... Comment est-ce qu'on peut assurer une cohésion du continent européen en tant qu'entité politique et aussi économique quand on a des identités multiples et aussi des disparités, des inégalités aussi fortes? C'est tout l'enjeu des politiques européennes, notamment de transport, qui est un exemple qui montre assez bien comment l'Union européenne cherche à s'emparer de cette question des inégalités en construisant des réseaux susceptibles de relier les périphéries au centre et en finançant essentiellement des maillons manquants permettant d'interconnecter les pays ou des infrastructures dans les périphéries et aujourd'hui beaucoup moins au centre. C'est une politique, à travers l'exemple des transports, qui permet de montrer que l'ensemble des thématiques économiques, puisqu'il s'agit du transport de marchandises, social avec le transport des voyageurs, économique aussi à travers la question touristique, sont prises en compte et sont là, c'est un préalable, si vous voulez, cette question des transports pour pouvoir aménager le territoire à l'échelle européenne. Donc nécessité de politique commune, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, pour aménager l'espace européen. Justement, sur les politiques communes, il y en a de très fameuses, agricoles, notamment la politique agricole commune. Et il y en a une aussi une question qui se pose, celle d'une défense commune. Il n'y en a pas aujourd'hui, puisque le parapluie militaire est assuré par l'OTAN. On en parlait en début de journal. Est-ce que ça, assurer sa propre sécurité, c'est une problématique majeure pour la construction de l'Europe ? Ça l'a été dès les débuts de la construction européenne, à travers le projet de communauté européenne de défense qui a échoué, à travers les politiques européennes de sécurité successives. Mais en réalité, la sécurité de l'Union européenne aujourd'hui et de l'Europe en général, de l'Ouest du moins, repose quasi intégralement sur l'OTAN. Et il n'est pas certain que le sujet soit vraiment suffisamment consensuel d'un point de vue géopolitique entre les pays membres de l'Union européenne pour réellement faire une politique autonome de défense. On voit qu'on s'oriente plutôt vers une augmentation du budget alloué à la participation à l'OTAN, pour rassurer justement les autres pays de l'OTAN sur la capacité de l'Europe à y participer pleinement. Alors, on vient d'avoir dans l'Union européenne, il y a un peu moins de 2 semaines, les élections.
européenne, élection au Parlement européen. Alors les grands équilibres restent maintenus. Il y a quand même de nombreux pays dans lesquels la montée des extrêmes est manifeste. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'une montée des extrêmes dans certains pays, notamment la France, qui est un pays important de la construction européenne, pourrait avoir comme impact, comme conséquence à l'échelle européenne, sur les politiques européennes? Et on rappelle qu'il y a des coalitions d'extrême droite déjà dans des pays européens au pouvoir. La montée des extrêmes, c'est quelque chose qu'on observe dans de très nombreux pays en fait, de l'Union européenne aujourd'hui, aussi bien à l'ouest qu'à l'est d'ailleurs, avec deux tendances. Une tendance plutôt libérale, on va dire, et qui ne souhaite pas forcément une sortie de l'Union européenne. Une tendance plus eurosceptique, une tendance parfois moins pro-européenne en l'occurrence, et qui, elle, pourrait mener vers des tensions plus grandes, vers des tentations de la sortie de l'Union européenne, même si ça reste une question qui est en filigrane, puisque la sortie de l'Union européenne, on l'a vu avec le Brexit, est un processus qui est en réalité très complexe et qui dépasse largement les équilibres au Parlement européen. En réalité, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que même dans les camps de la droite, au Parlement européen, il n'y a pas d'unité sur l'intégration, unité de vue sur l'intégration européenne. Il y a des divergences. Pas pour l'instant, il y a des divergences assez notables. Peut-être en quelques mots encore, vu d'Asie ou peut-être même du reste du monde, l'Europe peut apparaître un petit peu comme un continent patrimonial. Qu'est-ce que l'Europe doit changer qu'est-ce qu'elle doit aménager finalement, comment est-ce qu'elle doit aménager ses territoires pour redevenir ou pour rester une puissance sur la scène internationale? Est-ce qu'elle est d'ailleurs encore une puissance, à votre avis, sur la scène internationale? Ça dépend du point de vue qu'on adopte. Sur le plan économique, l'Union européenne, en tant qu'ensemble d'États, reste une puissance incontournable sur la scène internationale, reste une puissance commerciale notamment incontournable, une puissance industrielle aussi avec des industries de pointe qui sont très importantes. On peut penser à Airbus par exemple ou au domaine aérospatial. Sur le plan politique, l'Union européenne a plus de mal à affirmer un point de vue synthétique soutenu par l'ensemble de ses pays membres dans les instances de la gouvernance internationale. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est peut-être justement d'arriver à imposer un point de vue commun de l'Union européenne dans les instances de la gouvernance internationale de manière plus nette. Merci beaucoup Héloïse Libourel. Vous êtes la co-autrice de Géographie de l'Europe, publiée aux éditions Collin avec Mathieu Chorung. Merci à vous. Merci pour cet éclairage.